Bonsoir à tous, Taki Sport est de retour et comme vous le souhaitiez, l'émission sera plus longue cette saison. Elle vous propose des informations bien sûr, mais dès que possible des débats d'idées entre les différents acteurs du sport. Ce soir, nous abordons 3 thèmes. Le cyclisme tout d'abord, où en est le vélo en Guyane après une saison que l'on dira mitigée. Il sera question également de la suppression du certificat médical d'aptitude au sport pour les mineurs. Doit-on s'en inquiéter? Et on finira par la gymnastique et les difficultés de se trouver des infrastructures dédiées pour une discipline en pleine expansion. Débutons tout de suite par le cyclisme. La saison est presque terminée. Il y a encore le championnat du monde des petits pays de la Caraïbe. Les 2 et 3 novembre prochains, ça se passe à Cuba. Normalement, notre sélection devrait y participer, mais en cette fin d'exercice, il faut commencer à dresser peut-être un petit bilan et surtout voir vers quoi cette discipline se dirige. C'est la plus populaire du pays. Eh bien, nous avons posé la question à quelques membres du peloton. C'est Fabrice Craig qui s'y est collé. Regardez. Des coureurs guyanais levant les bras à l'arrivée des étapes du Tour, on aimerait en voir à chaque édition. Mais voilà, notre cyclisme est loin de combler de bonheur ses supporters. Le nombre de licenciés est en baisse, le peloton a du mal à exister face à la concurrence venue de l'extérieur. Vincent Lebel, qui vient de mettre fin à sa carrière, se tourne vers les jeunes. Est-ce qu'on a une masse assez conséquente pour pouvoir que la pyramide soit assez haute et qu'on ait des élites au plus haut niveau? Là, certes, cette année, on a découvert une pépite, on la connaissait déjà, Dylan Will. Mais si on veut qu'on continue comme ça, qu'on puisse aller vers l'avant, il faudrait aussi qu'on ait un réservoir chez les jeunes aussi assez conséquent, quoi. Des espoirs subsistent. Dylan Will, Mario Jandia ou encore Myron Stanis ont réalisé une bonne saison, mais cela ne suffit pas, le mal est plus profond. Si en tant que coureur, on veut vraiment évoluer, ça nous donner les moyens de vouloir évoluer, ça nous dire, si on veut gagner certaines choses, si on veut que la Guyane évolue, c'est déjà nous, au coureur, c'est qui ça a montré le plus de sérieux et puis on peut évoluer au plus haut niveau. Une excellence qui passe donc par un plus grand investissement, mais aussi une discipline tactique qui nous fait souvent défaut. Les techniques, si on en a, après, c'est plus ces coureurs qui font à leur tête. Moi, je ne vais pas vous mentir. Moi, quand mon père parle pour moi, après, je vois que quand il me dit certaines choses, je ne respecte pas cette tactique de coureur. Je vois que ça paye cher. Donc, après, les mêmes mecs, d'autres directeurs techniques, j'en ai connu, quand on ne respecte pas les consignes, on paye cher. Donc, à un moment donné, on fait notre tête et puis on voit le résultat lorsque les jeux sont faits. L'arrivée de Delgado Boniek, le technicien cubain, n'a pas eu l'apport espéré, malgré 2 victoires sur le Tour de Guadeloupe Junior. La barrière de la langue et le peu d'intérêt des techniciens guyanais n'ont pas facilité son intégration. Alors que faire? Didier Legrand émet certaines propositions. Renforcer les clubs par des ressources étrangères. Quand je parle d'étrangers, peut-être métropolitains, venant de la France, qu'on puisse parler le même langage pour qu'on puisse se comprendre sportivement parlant. Parce que faire tous les dimanches les courses avec les mêmes adversaires, on se connaît. On connaît les forces des clubs adverses, etc. Donc stratégiquement parlant, ça ne nous apporte rien. Et ensuite, quand on arrive dans les courses internationales, un petit peu des fois dépassé parce que on n'a pas su à un moment donné mettre la stratégie qu'il fallait en place le dimanche et répéter les gammes. Il va falloir parvenir à franchir le cap de la maturité et faire aussi fi des sempiternelles querelles de clubs, mais pas que. On a un faible effectif aussi en course en Guyane. Et donc, on court surtout sur le fait de vouloir gagner. Et à cela, si on fait des courses de marquage, on court aussi à faire perdre les autres coureurs. Donc, c'est des courses où moi, quand je suis arrivé, j'étais assez surpris. Mais on peut changer ça. Il faut qu'on arrive à s'ouvrir l'esprit, il faut qu'on arrive à accepter certaines critiques, des critiques logiques et objectives, et puis se poser les bonnes questions avec nos coureurs, qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut aller, et si on n'a pas les moyens, d'aller les chercher. Il faut aussi que nous, les 4 Guyanais, qu'on puisse aussi échanger, qu'on puisse partir un peu plus souvent vers l'extérieur avec nos clubs. Sport populaire par excellence, le cyclisme guyanais doit se remettre en question s'il ne veut pas se mettre à dos son public. Alors à quand la révolution ?
Nos deux invités ce soir, d'abord Richard Will, vice-président du comité régional de cyclisme de Guyane. Bonsoir. Bonsoir. Et face à vous, Christophe Cospard, directeur sportif de l'USLM Orange. Bonsoir Christophe. Bonsoir. On commence par vous, président. Oui. Dites-moi, pourquoi notre vélo ne va pas aussi vite qu'on le souhaite ? C'est le travail des clubs, c'est le travail avec les coureurs. C'est un ensemble. Donc le comité a mis à disposition un directeur technique justement pour accompagner les clubs, pour aussi faire travailler les coureurs. Ça n'a pas toujours été facile, puisque le directeur technique était plus souvent au comité à attendre qu'on lui fasse des propositions d'intervention au niveau des clubs, ce qu'on n'a jamais vu. Mais le travail, le travail vient principalement des clubs. Des clubs, des dirigeants des clubs, des directeurs techniques, des entraîneurs principalement. Et on a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui sortent des rangs juniors, qui sont actuellement espoirs et qui pourraient être beaucoup. Et ces jeunes-là, il faut les accompagner. Et les accompagner, c'est le quotidien. Donc la saison 2020, c'est bientôt. Donc déjà aujourd'hui, il faut déjà commencer à travailler avec eux pour les préparer pour la saison 2020, tout en ayant aussi des objectifs. Et donc il n'y a que comme ça, on va pouvoir faire progresser le niveau compétitif de nos coureurs et pouvoir à ce moment se présenter sur les grandes courses des Caraïbes et réaliser de belles performances. Alors Christophe Cospard, vous êtes ancien coureur et aujourd'hui cadre technique à l'USLM Orange. Vous avez été cadre technique, rappelons-le, au sein du comité cycliste. Vous entendez le vice-président dire ce qu'il vient de dire ? Oui, c'est de la faute des clubs ? Non. Vous êtes responsable, vous, directeur sportif ? Vous vous sentez responsable ? Non, pas du tout. Moi, je ne peux pas laisser M. Will dire cela. Il faut voir qu'au sein du comité régional de cyclisme, avant même que le cadre cubain arrive en Guyane, il y avait des cadres techniques qui ont apporté des projets. Dont vous faisiez partie ? Dont je fais partie, dont j'ai envoyé les projets au comité. J'ai les preuves, moi je ne parle pas inutilement, donc je ne sais pas que M. Will le fasse. Mais j'ai apporté des projets, des idées, où il fallait sensibiliser tout le monde sur l'évolution du cyclisme en Guyane. Avant même que nous ayons autant de pertes de coureurs, de très bons éléments. Oui, M. Will me dit aujourd'hui qu'il faut les préparer, mais tout ça a été fait avant même la venue de M. Delgado. Maintenant, le comité régional cycliste de la Guyane a opté pour un Cubain. Ce n'est qu'uniquement ce problème-là Non, il n'y a pas que cela. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a... je ne peux pas dire que ce soit des problèmes, mais il y a des dysfonctionnements, je dirais. Vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui freine justement le vélo guyanais ? Qu'est-ce qui freine ? C'est tout le staff du comité régional. Hormis les commissaires, les cadres et les arbitres, qui sont vraiment compétents et qui suivent tout ce qui se suit au sein du comité, les cadres techniques ne sont pas remis à niveau. Il n'y a pas de stimulation des coureurs sur les courses. Par exemple, le week-end dernier, la course, il n'y a que 15 coureurs au départ. Un circuit beaucoup trop lent. Or, ils doivent se préparer pour aller au championnat du monde des petits pays de la Caraïbe. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? C'était juste réduire sur le circuit, quitte à ajouter des tours. Ça aurait fait le même nombre de kilomètres, mais ça les aurait fait courir en intensité. Donc la course aurait été un peu plus nerveuse et les coureurs auraient été dans le rythme. Même la féminine qui est censée partir avec la sélection, puisque la liste est déjà sortie. Tout cela, c'est des dysfonctionnements, c'est un manque de communication entre les cadres techniques qui ont de l'expérience, qui professionnels et donc dans le milieu, et ceux qui suivent, qui veulent vraiment faire progresser. Président, qu'est-ce que vous répondez à tout cela ? J'ai l'impression qu'on n'est pas dans le même cyclisme. Donc, oui, c'est vrai. Donc, moi, je veux gagner. C'est pas de ma faute. Non, je comprends. Mais moi, je veux que les coureurs performent. Toi, tu veux gagner. Je comprends très bien. Mais performer et gagner, c'est la même chose. Tu es à la recherche du résultat. Moi, je suis à la recherche de la performance. Mais je ne crois pas que les coureurs attendent la compétition pour faire de l'intensité. J'ai travaillé avec les coureurs la semaine dernière. Une semaine avant la course. Une semaine avant la course, oui, mais c'est pas une préparation qui se fait 15 jours avant le départ pour Cuba. C'est une préparation qui a commencé depuis l'an dernier.
Donc ce n'est que la continuité. Et vous avez les preuves pour me montrer Est-ce que, que je peux parler que le coureur était... Est-ce que je peux parler? On va laisser développer Richard Will. On va pas l'interrompre, on va Donc, laisser développer. faire une course cycliste de 100 km, à vrai dire, elle faisait 80 km, sur un circuit de 8 km, je ne vois pas en quoi ça va permettre aux coureurs de travailler, de ne pas travailler l'intensité. Moi-même, personnellement, je leur ai demandé de travailler le rythme. Parce que dans la semaine, on avait travaillé les intensités. Donc, à chaque chose, son temps. Je connais le parcours à Cuba, puisque la compétition, les championnats vont se dérouler à Cuba. Donc, j'ai vu le profil du parcours. Donc, je leur ai demandé de faire un certain travail qu'ils ont peu ou pas fait, mais j'ai pu constater qu'ils l'ont fait. Donc, aujourd'hui, je sais que mes garçons sont prêts pour aller à Cuba. Alors, la course en elle-même, c'est juste une répétition du travail qu'ils ont fait en amont. C'est tout. Hein. Alors, on comprend bien que vous n'êtes pas d'accord sur la manière de diriger techniquement le cyclisme guyanais, mais au-delà de tout cela, il y a quand même des problèmes de fond qui ont été évoqués dans ce reportage. Par exemple, le manque de contact avec l'extérieur, le manque, on dira, de formation en elle-même des cadres techniques, et aussi le nombre de licenciés qui est en diminution constante l'un et l'autre. Avez-vous des idées pour relancer tout cela? De toute façon, moi, personnellement, j'avais déjà proposé au président du comité régional de cyclisme depuis belle lurette qu'il fallait remettre l'activité cycliste dans les écoles. Donc, l'école de cyclisme, avec un projet, tout. C'était avant la venue de M. Delgado. Lorsque vous choisissez de prendre M. Delgado à 18 000 € par an, je suis désolé. Moi, petit Guyanais que je suis, qui veut aider mes compatriotes à évoluer, à faire mieux que ce que j'ai pu faire aux Antilles. Parce qu'il faut savoir que je suis quand même champion des dom-tom. Hein. Je me suis entraîné, je me suis préparé, j'ai évolué. Donc j'ai eu une carrière professionnelle où que j'ai appris le métier parce que je suis brevet d'État des activités du cyclisme. Je ne suis pas juste un petit cycliste, j'ai eu ma carrière professionnelle, mais j'ai eu ma carrière sportive également. Et j'ai quand même aidé mon équipe en les entraînant à être meilleure équipe du Tour de la Guadeloupe. Plusieurs années de suite, ça vous le savez. Maintenant, je propose des choses, mais c'est un cadre cubain qui est recruté à 18 000 €. Moi, je ne vais pas continuer à vouloir aider, or qu'on ne veut pas d'un Guyanais compétent. Donc aujourd'hui, vous dites, moi je reste dans mon coin, dans mon club, je travaille pour mon club, basta. Je travaille pour mon club. Actuellement, moi, pourtant, j'entraîne d'autres coureurs qui sont dans le club du président Will, et même ceux du président Tiver, j'entraîne leurs coureurs. Ça ne me dérange pas du tout, puisque je veux que ces jeunes évoluent. Alors, le président disait tout à l'heure, allez-y, vice-président. Oui, donc déjà, concernant la formation, c'est vrai que le comité a une démarche de former les cadres techniques. Et tous les ans, on propose donc des formations, et tous les ans, on a très peu de demandes. Donc, c'est déjà un point. Ça veut dire que les clubs ne sont pas très enclins à vouloir se former. Concernant les effectifs des coureurs, c'est vrai qu'on constate depuis 2-3 ans une baisse des effectifs, mais ça, c'est la raison. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, c'est l'insécurité sur la route. Il y a beaucoup de jeunes où les parents disent non, je ne veux pas que mes enfants fassent du vélo parce que la route, c'est trop dangereux. Donc, c'est arrivé à partir de 15 ans, 16 ans. Bon, l'enfant devient plus mature, commence à s'imposer et demande à faire du vélo. Concernant l'école de cyclisme, le comité aussi, tous les ans, demande au club de s'investir, d'aller vers les écoles. Est-ce que là aussi, il n'y a pas des obligations peut-être à sortir pour obliger les clubs à fournir des écoles de cyclisme? Le comité ne fait pas de projet. On ne va pas les verbaliser parce qu'ils ne font pas l'action. Oui, vous savez, il y a beaucoup de sports qui ont dû en arriver à ça, par exemple. Ben oui, mais si on verbalise, ils vont se dire quoi? Vous savez, aujourd'hui, c'est le bénévolat. Donc j'entends beaucoup de dirigeants qui disent « Ouais, moi je suis bénévole, si on me pénalise, moi je me retire ». Donc après, il faut savoir comment gérer ça. Donc aujourd'hui, on incite tous les clubs. Il y en a certains clubs qui investissent dans les jeunes, d'autres non. Notamment, Montjoly, je ne vois pas beaucoup de jeunes. Alors je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais je ne vois pas de jeunes. Dans les courses des jeunes, s'il peut me citer le nombre de coureurs qu'ils ont, je ne vois pas. Chez les juniors, vous étiez 1 ou 2.
Mais Nous sommes champions juniors, hein, je te rappelle. Non, mais c'est Comme ça. t'as dit, Le un ou problème, deux. je ne parle Nous sommes champions juniors quand même, pas du résultat, on parle des effectifs. Ce n'est pas la même chose. Ouais, Restons dans le domaine dans lequel on parle. Ça sert à quoi d'avoir... le peloton n'est pas équilibré. Il y a des clubs qui se permettent de venir avec 10, 15, 20 coureurs au départ. Est-ce qu'il est possible que je termine? Terminé, président. Parce que je sais qu'il veut prendre la parole, il faut se justifier, Non, mais pas du justifier par des choses arriéristes. Pas du tout, c'est pas arriériste. Les chiffres sont là. Hein. Non, mais les chiffres que tu donnes là sont des chiffres qui remontent, je ne sais pas, à 5 ans, à 10 ans. Allez-y, Richard. Attendez. Allez-y, Richard Will. 2019. Nous sommes en 2019 aujourd'hui. Le financement du comité régional de cyclisme. Mais c'est pas croyable, ça. Ben oui, c'est incroyable, puisque tu veux dire que c'est pas 2019. Je vous prouve que c'est 2019. Non. Je dis que aujourd'hui, nous sommes en 2019. Ce que tu as avant cela, ça remonte déjà à entre 5 et 10 ans. Aujourd'hui, nous savons passer une étape. Donc tu es un arriériste. Tu restes sur tes bases d'il y a déjà 10 ans. Aujourd'hui, le cyclisme n'est plus celui d'aujourd'hui. Messieurs, on va essayer d'avancer un peu. Il y a des idées... Je réponds quand même. Attendez, non. Il y a quand même des choses importantes. Mais aujourd'hui, il y a des choses importantes. Il n'y a pas d'évolution. Il y a des choses importantes que j'aimerais quand même vous proposer, parce qu'on a envie de vous entendre sur ces questions. On a entendu tout à l'heure dans le reportage Didier Legrand parler de l'arrivée de coureurs extérieurs afin de élever le niveau. Qu'est-ce que vous en pensez l'un et l'autre ? Oui, ça peut être une solution qu'il faut essayer. Donc, on a vu avec un des coureurs du VCS, du Vélo Club de Sinnamary, qui vient du Venezuela. Donc, on a vu qu'il a quand même performé cette année. Donc, il a pu faire monter le niveau parce que les coureurs se sont rendus compte que il dominait le début de saison et qu'il fallait réagir. Donc, c'est vrai que si on fait venir de l'extérieur des coureurs pendant quelques saisons, ça va faire monter le niveau. Mais tout en sachant que nos coureurs guyanais prennent conscience qu'il faut qu'ils s'investissent plus. Vous rejoignez ce constat, parce que ce que dit Richard Will, c'est ce qu'a dit avec, je trouve, beaucoup de courage Ludovic Dantin. Aujourd'hui, le cycliste guyanais ne s'investit pas suffisamment. Non, je ne veux pas dire ça. On n'a plus l'idée, on n'a plus l'envie de sacrifice. C'est oui et non. Alors, allez-y. Oui, pourquoi ? Puisque ce sont toujours les mêmes. Il n'y a pas d'évolution. Dès que la saison arrive, nous savons que les coureurs, et la saison, ça sera Tour de la Martinique. Nous savons déjà à l'avance quels sont les coureurs qui seront en sélection pour le Tour de la Martinique. Ensuite, peut-être le Tour de Marie-Galante. Mais le Tour de la Martinique, ce sont les mêmes coureurs, puisqu'il faut que certains clubs préparent leurs coureurs. Dans le club de M. Will, comme il a attaqué le mien, je peux lui répondre. Dans son club. Maintenant, le championnat de Guyane, par exemple, si le championnat de Guyane était placé à la date mise en place par la Fédération française de cyclisme, donc avant le championnat de France, le week-end avant le championnat de France, ça aurait permis aux coureurs locaux de se préparer et de se dire « Ah oui, mais attends, il y a le championnat de France, j'ai une chance d'aller participer au championnat de France senior. Amateur ou pas amateur, tu as la chance d'y participer. » Et là, ça aurait apporté un autre engouement. Le peloton. Mais vous pensez que c'est seulement une question de date ? Bon, on sait très bien. Non, mais on sait très bien, Christophe. C'est une question de. Christophe, on sait très bien que là, il y a une différence de moyens. Et permettez, il y a une différence de moyens. On sait que c'est assez difficile. On sait que c'est un sport extrêmement exigeant. Oui. On sait que l'aménagement des horaires n'a pas été n'est pas facile ici en Guyane avec les patrons des coureurs. Aujourd'hui, est-ce que tout le monde fait ce qu'il faut ? C'est-à-dire aussi bien le coureur que de l'autre côté. Combien de clubs ont demandé des aménagements d'horaires en vue d'objectifs pour leurs coureurs ? Combien de clubs l'ont fait ? Les clubs ne le font pas, c'est ce que vous voulez dire ? Non, mais je peux le rassurer, je connais quelques clubs qui le font. Je viens de dire combien ? Non, mais quelqu'un, oui, mais je connais quelqu'un. Moi, je vous dis, ça ne se fait pas, ils ne demandent pas. D'accord. Vous voulez dire aujourd'hui, si les patrons ne libèrent pas, si tu ne demandes pas au patron, le patron ne peut pas te dire oui, je t'accorde. Après, il y a des discussions à avoir avec le patron, et ça, ce sont les dirigeants des clubs qui doivent prendre leurs responsabilités, aller voir les patrons et essayer de faire de façon que le patron arrange les horaires de l'employé, mais du coureur. Bon, je ne peux pas laisser dire ça. Hein. Je connais quand même bien les présidents de clubs. Je sais qu'il y a plusieurs présidents qui font la démarche auprès des employeurs pour demander de la disponibilité à leurs coureurs, un aménagement de leurs horaires. Donc, Alors, messieurs... En 20 ans, vous avez vu une amélioration du cyclisme en Guyane ? Justement, messieurs, avant de conclure,
j'aimerais vous entendre sur l'avenir de ce sport. En 2 mots, vous êtes confiant toujours? Moi, je suis toujours confiant. Je crois en nos coureurs, surtout nos jeunes qui sortent des rangs juniors depuis 2-3 ans, qui actuellement évoluent en espoir. Que je pense que s'ils continuent comme ça, ils vont réaliser de belles performances dans les 4 à 5 années à venir. Et puis pour le cyclisme en général, je crois et j'espère que nos clubs feront la démarche nécessaire à aller vers les jeunes pour pouvoir, comme disait Vincent Lebel, pour qu'à la base on ait suffisamment un effectif pour que la pyramide puisse s'élever. Christophe, et vous? Ah oui, non, mais moi, j'ai toujours cru au cyclisme guyanais. La preuve, avec l'arrivée de la piste de BMX, qui apportera un quota de licenciés au comité régional de cyclisme, si le travail est fait correctement, il y a la piste de BMX. Il y a le club du RMB il y a le VTT, c'est des activités qui peuvent rapporter des licenciés. Mais là, c'est sûr que la base, et là-dessus nous sommes tout à fait d'accord, c'est l'école de cyclisme. C'est moi qui en ai parlé. Il faut qu'il y ait l'école de cyclisme, il faut qu'il y ait des compétitions d'école de cyclisme. Mais pour cela, il faut savoir qu'il faut avoir des brevets d'État. Formation donc des cadres et développement de la base, il faut avoir des brevets d'État pour cela. Je suis certain qu'on va vous retrouver et qu'on va discuter encore, puisque, on le rappelle, il reste encore le championnat des petits pays de la Caraïbe. Et puis une belle saison 2020 à venir. Merci d'être venu, merci d'avoir été les premiers invités de cette nouvelle formule de Taki Sport. Nous passons au 2e thème de l'émission. Le projet de loi de finances de la sécurité sociale de 2020 prévoit tout simplement la suppression du certificat médical obligatoire pour la pratique du sport. Une mesure destinée à réaliser des économies pour la sécurité sociale, mais également supprimer un frein à l'adhésion dans les clubs. Nous nous sommes rendus sur le terrain pour avoir l'avis des encadrants. Regardez ce sujet signé Fabrice Craig. Fini le casse-tête du début de saison pour les sportifs et les clubs. À partir de 2020, plus besoin d'un certificat médical autorisant la pratique du sport. Irène Alaïs Zulemaro, présidente de l'ARA de Macoria, salue l'initiative. C'est compliqué d'avoir un certificat médical en fait ici, surtout sur Macoria, moi je le dis. On a un médecin sur Tonat, on a un petit peu plus à Soula, mais un médecin sur Tonat. Donc ça fait beaucoup. Et les enfants, c'est vrai que les parents souvent, ils disent qu'ils n'ont pas le temps et souvent c'est vraiment compliqué. Son club a pourtant connu un drame il y a environ 1 an et demi avec le décès à l'entraînement d'un jeune, la hantise de tout dirigeant. Même si la pathologie du joueur était connue, forcément, cela ne laisse pas indifférent. On a quand même pris des dispositions. Nous, au niveau du club, on demande aux parents quand même si le certificat médical est valable 3 ans, d'aller tous les ans, d'aller faire un certificat médical, au moins de faire une visite complète. Donc beaucoup le font. Bon, ceux qui ne peuvent pas, on accepte, mais beaucoup le font. Mais après, je ne sais pas. Il faut être sincère. Après, on ne sait pas si on est sincère. Il y a des parents qui ne comprennent pas trop, ce sont les enfants qui remplissent et qui signent. C'est le risque encouru pour certains. Reste que, dans d'autres disciplines, on voit d'un bon œil cette réforme. Louis Lafontaine, entraîneur d'athlétisme, y voit même un avantage avec les 20 consultations médicales qui deviendront obligatoires de la naissance jusqu'à 18 ans. Pour nous, c'est mieux. Parce qu'en fait, là, on ne sera plus sur 3 ans en train d'attendre un intervalle de 3 ans. Et là, c'est simplement son questionnaire qu'on remplit par oui ou non. Si c'est non, on fait la licence. Et là, je pense qu'il y aura un suivi, ce sera plus judicieux pour nous. On pourra mieux diagnostiquer et puis il y aura un suivi jusqu'à 18 ans. Reste à savoir qui recommandera un examen plus approfondi et qui endossera la responsabilité en cas d'accident. Certains dirigeants sont loin d'être rassurés. Quand on me dit que les docteurs sont surchargés, mais il faut quand même qu'on s'inquiète pour la sécurité d'abord de nos joueurs, de nos sportifs, que de penser à autre chose. Pour les jeunes, surtout la catégorie U6, U7, voire même effectuer pendant la saison un électrocardiogramme pour les enfants. Parce qu'on a beaucoup de cas justement en ce moment de personnes qui pratiquent soit le foot ou le sport en général, subir des arrêts cardiaques et tout. Et voilà, on est à l'abri. C'est inquiétant. Oui, c'est inquiétant. Il faut se poser les questions. Cette modification, qui rentre dans le cadre de la réforme de la sécurité sociale, ne concerne pas les sports jugés à risque comme le rugby, la boxe, les sports de combat et la plongée entre autres. Elle entrera en vigueur en janvier 2020.
Alors, pour ce deuxième thème, nous recevons Boris Nguyen Vanki, qui est conseiller technique à la Ligue de tennis. Bonsoir Boris. Bonsoir Gilles. Et en face de vous, eh bien, nous avons le président du club de rugby, le Stade Caennais, Anthony Niklas. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Alors, on va commencer par vous Boris. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle ? D'un bon œil, dans un premier temps. Alors pourquoi ? Je vais l'expliquer. D'abord, d'un point de vue familial. C'est vrai que c'est une contrainte pour la majorité des personnes où il y avait effectivement ce souci de faire une visite contraignante dans le sens où pour moi, honnêtement, le but de la visite, c'était bien en soi, mais elle n'était pas approfondie. Donc, c'était un peu, à mon sens, pour se donner bonne conscience. Voilà. Après, il est vrai que ce fameux premier diagnostic du médecin, il est important, mais je suis, comme disait M. Lafontaine, pour un diagnostic plus complet. Donc, je serais pour faire une analyse, ou comme la dame le disait dans le reportage, plus poussée, peut-être une fois tous les 5 ans, ou voilà, à des périodes clés que peut-être les médecins nous donneront. Mais tous les ans, à mon avis, ça n'a pas vraiment de sens. C'est pour ça que je pense que c'est une bonne réforme. Alors vous pensez que de toutes les manières, ce qui était fait avant, on ouvrait le parapluie, on se cachait et puis c'était bon. Voilà, c'était ça. On pouvait laisser aller. Donc voilà, c'était l'association qui en avait besoin pour se protéger au niveau judiciaire, pour éviter les poursuites. Voilà, c'est aussi les parents qui se rassuraient puisqu'ils disaient bon, mon enfant a été vu par un médecin, donc il n'y a pas de raison pour qu'il ait des problèmes de santé. Alors, ce qui est faux, puisque bon nombre de sportifs ayant eu des problèmes sur les terrains avaient aussi des certificats médicaux. Donc, la condition sine qua non ne se justifiait pas. Alors, vous, Anthony Niklas, vous êtes, je le rappelle, donc président du club de rugby. Le rugby n'est pas concerné par cette mesure. Dites-moi, vous poussez un ouf de soulagement ou vous vous dites « zut, alors j'aurais pu avoir plus de licenciés » ? Effectivement, c'est très partagé comme sentiment puisqu'il faut quand même faire prévaloir la protection des enfants. On l'a bien vu, hein. Effectivement, il y a eu des enfants qui ont succombé malheureusement sur nos terrains de sport alors qu'ils étaient avec le certificat médical. Donc effectivement, l'idée de pousser vers un examen plus poussé pour les protéger est quand même quelque chose d'intéressant. Surtout dans votre discipline. Tout à fait, tout à fait. Nous, on a l'obligation d'un certificat médical tous les ans et d'un électrocardiogramme qui reste facultatif malgré tout, même pour les mineurs. Quand on en parle comme cela, comme disait tout à l'heure Boris, et quand on a entendu certains témoignages dans le reportage, entre nous, c'est un petit peu de l'hypocrisie ou vous avez vraiment l'impression que, on peut y aller tranquillement, maintenant on a le certificat médical ? Le certificat médical est une garantie aussi pour les assurances, il ne faut pas rêver. Derrière toute fédération, il y a une assurance. Et bien souvent, elle édicte les règles qui vont se dérouler sur le terrain, que ce soit sur la route, dans un dojo ou n'importe où. Les assurances sont là derrière et se garantissent vis-à-vis de ça. Pour preuve, nous, au niveau de la Fédération française de rugby, on nous a rajouté 2 documents supplémentaires au certificat médical obligatoire, qui est un questionnaire médical. Donc les médecins n'ont plus un papier à remplir, maintenant ils en ont 3 que nous ne conservons même pas puisque étant questionnaire médical, nous n'avons pas à avoir ces données, il est conservé par le médecin ou conservé par le parent et il n'est sorti qu'en cas de problème. Voilà, donc c'est un parapluie sur un parasol pour vraiment doublement se protéger. Tout le monde a peur alors ? Effectivement, après... Pour être honnête, il y a d'abord la question financière. Il ne faut pas se cacher, parce que vous avez bien vu que c'est une réforme qui est venue de par la sécurité sociale. Donc on parle d'abord de quelques millions d'économies pour la sécurité sociale. Bon, après, ça arrange aussi les familles. Pour certaines familles modestes, aller chez le médecin uniquement pour un papier, honnêtement, c'est ça, concrètement, dans la vie des gens. Oui, mais Boris, est-ce qu'il va falloir attendre peut-être plusieurs morts pour bouger ? Non, mais on est d'accord, il faut éviter le drame et il a évité à tout prix. Mais moi, je pense effectivement qu'il faut en faire, mais tous les ans,
à mon avis, ce n'était pas nécessaire. C'est bien pour ça déjà qu'ils ont créé cette fameuse réforme des 3 ans. C'est-à-dire qu'un certificat médical aujourd'hui est valable 3 sur 3 années. Ça veut dire Alors ça change, attention, là, il n'y aura plus ce certificat médical qui est valable pour 3 ans. Mais avant, là, il n'y a plus du tout de certificat médical. 2020. On rappelle donc que pour les moins de 18 ans, sauf que la loi dit il va falloir dorénavant, au moins une fois par an, passer chez le médecin. Il y a un suivi, il y aura un carnet de santé qu'il va falloir au fur et à mesure présenter et qui permettra de remplir ce fameux document. Donc comment vous, club, quand vous allez recevoir le jeune, comment allez-vous vérifier tout cela, être tranquille dans votre tête? Honnêtement, c'est comme disait mon collègue, on n'a pas ces données-là. C'est-à-dire que même si on accueille un gamin qui a des soucis, aujourd'hui, si on n'a pas le dossier, voilà, s'il a l'autorisation de son médecin, c'est tout ce qu'on va savoir de son dossier. Donc, voilà, la protection, je ne sais pas. Pour moi, c'est un peu de... Voilà, c'est contourner le problème, c'est surtout une question de sous. Et moi, je suis surtout pour un diagnostic approfondi. Justement, ce diagnostic approfondi, voilà. Alors, ce diagnostic, qui peut être à l'origine de la demande de ce diagnostic? Chez vous, vous l'imposez ou... Alors non, pas du tout. La Fédération française de rugby ne nous impose pas à mettre les électrocardiogrammes des enfants. Et encore une fois, on n'y a pas accès. C'est le médecin, ce sont des données médicales auxquelles nous n'avons absolument pas accès pour compléter les licences. Alors effectivement, ce seront les parents qui, a priori, signeront une décharge, si j'ai bien compris, dans le cadre. Mais effectivement, donc on va devoir être soupçonneux vis-à-vis de nos parents qui sont acteurs de la vie du club pour certains. Systématiquement, un jeune qui va arriver qu'on ne connaît pas, qui va débuter pour la première fois, on va le regarder en se demandant est-ce qu'il a vraiment été chez le médecin. On a un contexte aussi qui est délicat, on le sait, avec un milieu médical qui est débordé. Est-ce que les enfants vont tous vraiment, effectivement, avoir ces 20 visites ? Et un enfant qui va arriver de l'extérieur, est-ce qu'il aura eu ces 20 visites? Et s'il vient, on va quand même lui signer une licence. Mais où va être effectivement notre responsabilité, puisque on va nous le dire clairement. Vous avez fait signer le papier, les parents seront responsables les premiers, mais nous aussi quand même. En êtes-vous arrivé, vous, par exemple, l'un comme l'autre, à inviter un médecin à venir dans le club pour faire passer les visites médicales parce que vous savez que les jeunes ont des difficultés, comme le disait tout à l'heure dans le reportage, il y a des problèmes, il y a des longues files d'attente, etc., etc. Et des enfants qui n'y arrivent pas, qui n'ont pas les moyens. Est-ce que ça vous est arrivé? Pareil, pour être honnête, on l'a déjà fait, effectivement, nous, dans le tennis. Vous êtes arrivé d'être aidé par un parent justement qui était médecin et qui nous a donné un grand coup de main en faisant des sessions de visite au sein du club, dans l'enceinte du club même. Donc c'était très, très intéressant. Après, comme je l'ai dit, et pour être honnête, c'était surtout une aide en termes administratifs parce que d'une part, les visites étaient très rapides. Vous imaginez bien qu'un médecin qui a une cinquantaine ou une centaine de jeunes à faire passer en 2 ou 3 jours. Je pense qu'il n'a pas pris le temps qu'il prend habituellement dans son cabinet. Donc, c'était bien, c'était une initiative qui était très intéressante administrativement. Après, pour vous dire, est-ce que ce médecin a détecté ou pas tous les paramètres de chaque enfant? Là, je suis un peu sceptique. Voilà, c'est pour ça que je préconise plutôt une visite plus approfondie. Peut-être pas tous les ans, mais au moins... Alors, pour tout vous dire, nous avons tenté d'avoir un médecin sur ce plateau. Malheureusement, tous les médecins que nous avons contactés, certains ont carrément décliné poliment l'invitation. Et puis d'autres, malheureusement, n'étaient pas disponibles ce soir pour cette émission. C'est bien malheureux, mais nous aurons sans doute l'occasion de revenir avec eux sur cette réforme qui, je vous rappelle, sera prise en compte à partir de janvier 2020. C'est la réponse, justement, qui justifie, excusez-moi, l'absence également de quelqu'un de la DGSCS pour nous expliquer, là aussi, le sens de cette réforme. Vous aussi, vous avez dû faire appel à des médecins pour faciliter
l'obtention de ce certificat pour Pas les jeunes de votre club? Au niveau du stade Cayennet, sur l'île de Cayenne, on a quand même pas mal de médecins, mais je sais que le club du Cosma Rugby de Saint-Laurent a dû faire appel, effectivement, puisque c'était compliqué pour les familles d'aller, que ce soit pour le temps d'attendre, et puis aussi pour régler le médecin, effectivement. Alors ça va permettre de démocratiser encore plus le sport. Donc effectivement, c'est quand même un point positif qu'il faut retenir de ça. Malgré le côté médical, je reste quand même aussi très très réservé de ce côté-là. Voilà, donc ça va ouvrir les vannes de tous ces sports qui n'auront plus à fournir les enfants n'auront plus à fournir du certificat médicaux. Mais en revanche, ça veut dire qu'on va vraiment augmenter la scission entre les sports qui auront un certificat médical. Donc vous allez y perdre. Vous voyez y perdre quelque chose. Il ne faut pas se leurrer. Le rugby n'est pas un sport qui est populaire, populaire ici localement, même si ça fait 50 ans que le rugby est installé en Guyane. Malgré tout, ça reste quand même un sport encore caché, encore discret, mais bon, on est quand même présent. Et on sait que cette ouverture des certificats médicaux va aller moins dans notre sens que dans le sens des autres sports. Avant de terminer, avant de vous libérer, messieurs, et vous remercier, Boris, un rendez-vous à venir du 29 octobre au 3 novembre. La Coupe des Guyanes, oui, une compétition internationale des U12, U14 et U18, garçons et filles. Donc on invite toute la population guyanaise à venir au centre de ligue, surtout sur les matchs du 30, 31 et 1er novembre. Voilà, on souhaite que vous veniez encourager nos jeunes qui vont s'affronter face au Suriname, la Martinique et le Guyana. Anthony Nicolas, les compétitions, ça y est, les compétitions ont démarré, mais la première date importante sera l'opposition des sélections guyanaises face à nos voisins, pas immédiatement frontaliers, mais au Guyana. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur notre plateau pour parler de ce sujet extrêmement important qui est le certificat médical d'aptitude au sport. Nous passons au troisième thème de ce Taki Sport. Nous allons parler de gymnastique, une discipline qui ne cesse de progresser en termes de licenciés, mais aussi de médailles. Attention, au niveau national et bien sûr international. Des états généraux ont eu lieu hier, en présence donc du trésorier de la Fédération de gymnastique. Avant de recevoir nos invités, je vous propose tout de suite de revoir le reportage fait par Vanessa Porphyre et Martial Grit. Le trésorier de la Fédération française de gymnastique apporte des informations précises sur le projet sportif fédéral. Il évoque également les nouvelles réglementations en vigueur en matière de financement. Les différents clubs de Guyane ont fait le déplacement, se représentant à des objectifs bien précis. 3 objectifs. 1, c'est soutenir nos clubs dans leur développement. 2, leur expliquer justement l'évolution de ces modes de financement. Et 3, préparer le club de gym de demain et y associer les clubs de la Guyane. La Guyane compte 4 clubs affiliés à la Fédération française de gymnastique, 500 licenciés. Elle compte également des champions de niveau national, voire plus. Ces réunions sont fondamentales pour la discipline. C'est une venue qui était attendue et on est très content qu'ils aient pu faire ce déplacement pour pouvoir être bien au plus près de nos problématiques locales et puis surtout apporter toutes les informations qu'on n'a pas forcément, nous, sur le plan local dans les petits clubs. Donc on est très contents. Ça va se poursuivre cet après-midi sur les états généraux, qui va pouvoir apporter encore d'autres informations. Et puis surtout régler peut-être quelques problématiques sur notamment les problèmes d'infrastructure et les problèmes de formation et d'accueil des gyms dans tout le territoire. Des états généraux pour faire le point sur la gym en Guyane, évoquer le financement, car l'argent est le nerf de la guerre. Les championnats ont souvent lieu en France hexagonale ou dans le monde entier. Miguel Dalfras défendra le drapeau tricolore le 23 novembre à Tokyo. Allez, 2 dames pour parler de gymnastique. Tout d'abord, la présidente du comité régional de gymnastique, Sylvie Dalfras. Bonsoir. Bonsoir. Et avec vous êtes venue avec Lise Musset, trésorière du club Cayenne Gym. C'est bien ça, je ne me suis pas trompé. Bonsoir, mesdames. Alors, mesdames, avant de parler gymnastique quand même, une petite réaction sur la suppression de ce fameux certificat médical d'aptitude au sport.
Alors, en gymnastique, pour l'instant, on n'a pas d'information officielle sur la suppression définitive, mais dans le niveau performance élite, de toute façon, ce sera obligatoire, même si le certificat médical est supprimé. En élite, ce sera obligatoire tous les ans de faire un certificat médical et un suivi médical aussi. Après, quand vous parlez d'élite, ce sont la performance, les tout meilleurs qui sont déjà dans des pôles? Oui, qui s'entraînent plus de 4 heures par semaine, voire 6 heures par semaine. Non, pas forcément des pôles, mais qui matchent en élite. Ça veut dire qu'au-delà d'un certain volume horaire d'entraînement, on peut prétendre à matcher en élite, c'est-à-dire qu'on a un niveau de performance. Et là, le certificat médical est obligatoire. Une réaction, vous, de votre côté? Ça a facilité peut-être les choses pour votre club? Ça peut faciliter les choses. Maintenant, c'est vrai qu'il faut quand même prendre garde. La gymnastique est quand même un sport acrobatique. Et donc, effectivement, il faut quand même un minimum de, comme vous le disiez, à risque ou pas la suppression, voir un peu comment on peut gérer ça. Mais voilà, qu'il y ait quand même un certificat de temps en temps. J'insiste, les mamans que vous êtes, d'abord, comment vous réagissez? Moi, je pense là, que c'était les dirigeantes, mais les mamans. C'est important que tous les ans, l'enfant ait un suivi médical, surtout s'il pratique une activité sportive. Après, que ce soit sous forme d'un certificat médical ou d'un suivi médical, moi, je trouve que c'est important que chaque année, on puisse avoir ce suivi. Oui, c'est sûr, oui, bien sûr. Alors, Sylvie Dafraz, c'est la première fois qu'un membre du bureau de la Fédération française de gymnastique vient en Guyane. C'est-à-dire que le regard porté par ses dirigeants nationaux sur votre ligue a changé? Non, je ne pense pas. C'est juste les états généraux territoriaux qui le font partout en France et en Outre-mer. Bon, après, ils suivent l'évolution du comité régional depuis sa création. Et par contre, l'effort de venir, c'est la première fois. Qu'en est-il sorti concrètement aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que vous êtes rassuré? Est-ce que vous avez obtenu ce que vous souhaitiez? Alors, je suis rassurée parce que maintenant, je pense qu'ils vont un peu mieux comprendre, parce qu'ils ont été sensibilisés vraiment sur le plan local par les dirigeants. Ils ont vu, se sont déplacés dans les salles. Et ça, c'est important aussi de se déplacer dans une salle où on travaille dans des conditions qui ne sont pas forcément idéales. Et après, ce qui est sorti concrètement, c'est surtout ces visites avec les élus qui permet de clarifier un petit peu les projets qui sont en cours. Même si on n'a pas eu toutes les réponses, mais les réponses vont arriver. Et puis surtout qu'ils puissent continuer à croire en nous et à l'évolution de la gymnastique en Guyane, parce que nous, on est déterminés et on est motivés. Alors justement, reste que pour l'instant, vous êtes sans toit, Madame Musset? Toujours déterminée et motivée, mais c'est vrai que là, pour l'instant, un peu en difficulté. Donc pas toutes les salles pour s'entraîner. Donc voilà, on a eu un peu des soucis à avoir des salles qu'on avait l'année dernière. Sur l'île de Cayenne, vous n'arrivez pas à trouver une salle. Alors, précisons pour nos téléspectateurs, quand on parle de salle, c'est très particulier. C'est pas comme une équipe de basket qui vient, qui joue, qui repart et qui laisse le terrain tel quel. Vous avez besoin de stocker votre matériel. Vous avez besoin, finalement, en permanence d'une salle. C'est vrai qu'il y a du matériel à stocker. Il y a aussi besoin d'une certaine hauteur, surface. Il y a besoin de prise d'élan, des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'une salle de gym, c'est un gymnase, quoi. Donc c'est déjà conséquent. Donc on a pour habitude depuis plusieurs années du coup d'utiliser les locaux de la CTG, enfin en gros des collèges et des lycées. Et c'est vrai que cette année, on n'a pas forcément tous les locaux remis forcément à disposition de Cayenne Gym comme l'année dernière. Donc ça nous met un petit peu en difficulté. Donc on tente de trouver des solutions avec la CTG. Avec vous vous déplacez de gymnase en gymnase comme ça, ou est-ce que on se déplace de gymnase en gymnase. Donc on a des créneaux d'affectés en fonction des différents jours, à différents endroits, dans différents établissements scolaires. Et donc on fait comme ça les entraînements dans différents endroits. Alors c'est vrai que les salles ne sont pas toutes optimales, des fois très petites. Des fois dans des endroits pas non plus toujours très optimales pour s'entraîner dans des conditions de sécurité maximale. Mais voilà, déjà, quand on a des salles, on est content. Là, en l'occurrence, on manque cruellement de salles. On manque à peu près sur 2/3 de nos créneaux de salles. Aujourd'hui, c'est à peu près 150 gymnastes qui sont... Donc là, 150 gymnastes, 300 par an derrière nous à dire alors, la gym, c'est pour quand ? Voilà, on fait notre possible. On aimerait bien pouvoir reprendre quelques créneaux, peut-être à la rentrée là, des vacances de Toussaint. Mais voilà, on fait notre possible, mais ce n'est pas sûr qu'on puisse y arriver. En tout cas, ce n'est pas sûr qu'on puisse reprendre l'ensemble des créneaux qu'il y avait l'année dernière. Donc, il faudra probablement faire des choix dans les groupes et les personnes qui s'entraîneront, probablement. Madame la Présidente,
forcément, je présume que vous avez pris le dossier en main. Pour Oui, ça l'instant, fait vous avez plusieurs mois. consulté. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ça fait plusieurs mois. On est un peu dépourvu parce que en fait, le problème, c'est qu'à Cayenne, il y a beaucoup d'activités, il y a peu d'infrastructures finalement, et tout a déjà été distribué. La salle qu'ils avaient l'année dernière, pour des raisons personnelles de relations, ça a pas. Et puis bon, après, je sais pas vraiment, mais ça n'a pas pu aboutir. Et maintenant, c'est difficile parce que, par exemple, un praticable de sol, c'est du 12 par 12 et ils vont s'entraîner dans une salle qui fait à peine 12 mètres de long sur 6 mètres de large. Donc, ils n'ont même pas l'élan nécessaire pour travailler. Et donc, je pense que les compétitions, les enfants qui vont travailler dans ces salles-là, elles vont déjà être mises en difficulté par leur préparation dans la salle à laquelle ils travaillent. Avez-vous déjà envisagé, je fais un petit peu de fiction, mais c'est tout à fait possible, peut-être de construire pour la Ligue, d'avoir un véritable établissement qui soit uniquement réservé à la gymnastique? Je pense qu'on va arriver à ça, parce que je ne vois pas trop comment on va pouvoir s'en sortir autrement. Et Cayenne Gym et le club de GR sont prêts à mutualiser à elle la construction d'un hangar, parce que finalement on a besoin d'un hangar qui soit protégé par la pluie et qui puisse être fermé. Après, au moindre coût. Et maintenant, si jamais on pouvait trouver un terrain qui convenait, je pense que et le club de GR et le club de Cayenne pourraient s'harmoniser pour construire quelque chose de solide sur Cayenne qui soit vraiment spécialisé en gymnastique. Et ce serait l'idéal que ce soit aussi sur Cayenne et sur Kourou et sur Saint-Laurent, la même chose. Vous en avez parlé avec votre représentant de la fédération, le trésorier? Oui, on en a parlé. Ça a été soumis même avec lui. Et puis on en a parlé avec l'élu de la CTG qui nous a demandé de lui proposer un lieu et après de faire la demande. Alors comment expliquer votre réussite à Saint-Laurent? Parce que je rappelle que vous êtes aussi présidente, si je ne m'abuse, de Graines d'Acrobates. Comment expliquer cette réussite? C'est vraiment un accord qui s'est bien passé avec la ville, avec les représentants de la ville, pour établir un véritable club. Je rappelle que vous avez quand même complètement développé là-bas un club qui fonctionne bien, puisque vous avez même 5 employés, si je ne m'abuse, et une bonne partie des licenciés de Guyane, sans compter les titres. Expliquez-nous, donnez-nous votre secret. C'est vrai qu'on a pu vraiment atteindre ce niveau et se développer parce qu'on a eu l'appui de la municipalité. Ça, depuis le début, on ne peut pas le renier. Et l'installation dans un terrain de tennis qui n'était à la base pas destiné à la gymnastique, mais grâce à l'entente avec les dirigeants du tennis et la municipalité, on a pu s'installer dans ce hangar de tennis. Et à partir de là, donc, développer, former des jeunes que nous avons identifiés qui avaient un profil de bon éducateur. Et puis, on les a accompagnés dans la formation professionnalisante. Puis, on leur a offert des contrats. Et puis, maintenant, ils sont complètement autonomes. On peut donc maintenant accueillir du scolaire, accueillir des enfants porteurs de handicap et des enfants du club jusqu'au niveau senior. Et du coup, créer une grande famille à Saint-Laurent qui, du coup, avec la relation avec les entraînés, génère de la performance. Aujourd'hui, c'est vraiment le problème des locaux qui empêche l'expansion de la discipline? Oui. Seulement ça? Oui. En tout cas, sur les clubs déjà existants, c'est ça. Et évidemment, on peut encore développer en investissant des communes qui n'ont pas encore été investies par la gymnastique. Et ça, c'est vraiment notre projet fédéral et régional d'investir des communes de l'Ouest et de l'Est qui ne connaissent pas encore la gymnastique. Donc, identifier des jeunes, les accompagner dans la formation et créer des clubs avec des enfants qui vont pouvoir s'épanouir autour de la gymnastique, comme ça s'est fait à Saint-Laurent. Et voilà. Aujourd'hui, il y a un très fort potentiel à Saint-Laurent. On le voit à chaque sortie. Qu'est-ce que ça laisse augurer pour la suite? J'ai envie de dire qu'il y a un très fort potentiel en Guyane, pas uniquement à Saint-Laurent. Après, on le voit à Saint-Laurent parce que, il y a eu de la professionnalisation qui fait que les enfants ont pu être identifiés, trouver leur talent et puis développer leur talent. Je pense que c'est la même chose à Cayenne. Il y a des jeunes filles qui ont beaucoup de talent. Maintenant, dans les conditions dans lesquelles elles travaillent, on ne peut pas encore les identifier et on ne peut pas encore les faire évoluer. Ça aurait été le même cas à Saint-Laurent si on était resté dans notre petit gymnase tout petit où on ne pouvait pas prendre d'élan et on n'aurait jamais pu exploser. À partir du moment où on est parti dans cette grande salle,
Là, on a vraiment pu détecter les enfants qui avaient le potentiel et les accompagner vers leur meilleur niveau. Maintenant, on arrive encore aux limites, puisque là, Miguel va partir au championnat du monde, mais il ne s'entraîne pas, il n'a pas l'élan qu'il lui faut, il n'a pas la réception qu'il lui faut. Donc, il y a encore toute une phase de réadaptation qu'il va devoir mettre en place pour s'entraîner, pour pouvoir produire quelque chose d'extraordinaire là-bas au championnat du monde. Lise Musset, vous êtes aujourd'hui 2 clubs à la recherche d'infrastructures, mais vous avez plusieurs disciplines, en fait. Et comment arriver à satisfaire en termes de place toutes ces disciplines, en fait. Oui, justement, c'est ce dont on discutait. Et puis, en plus, les heures d'entraînement sont globalement un peu toujours les mêmes. Les plus prisées sont les mêmes. À partir de 18h, voilà, c'est ça. Donc, du coup, l'objectif serait d'avoir un espace suffisamment grand pour le scinder et du coup avoir chaque club son espace et du coup pouvoir évoluer dans ces disciplines de façon autonome et en étant à l'aise. En tout cas, mesdames, écoutez, on va vous souhaiter d'aboutir, surtout. Grand rendez-vous à venir? Alors, pour la gym en Guyane, il y a un grand événement en juillet 2020 où on a 20 jeunes de Kourou et Saint-Laurent qui vont représenter la Guyane au Festival européen de gymnastique à Reykjavik, en Islande. Donc là, on travaille sur ce projet-là. Et puis, évidemment, Miguel qui part sur les championnats du monde à Tokyo. Et ensuite, les championnats de Guyane, les championnats anti-Guyane. Et puis... Écoutez, je vais vous souhaiter tout le bonheur du monde. En tout cas, trouver d'abord trouver un toit pour vos clubs et puis la réussite pour vos athlètes. C'est la fin de cette émission. Il est temps parce que je crois que ma gorge, elle aussi, en a envie. Eh bien, écoutez, on se retrouve le mois prochain. Mais en attendant, n'oubliez pas, il y a l'Open de squash qui se déroule en ce moment à Kourou. Allez-y, faites un petit tour là-bas. Je vous souhaite une excellente soirée sur Guyane Première. On se retrouve le mois prochain pour un prochain Taki Sport. Bonsoir. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.